Merci d'être avec nous sur Radio J, merci de votre fidélité. L'histoire des Juifs de France, eh bien, c'est tout de suite un nouveau numéro en compagnie, comme tous les matins, de Christophe Dard. Et dans cet épisode, Christophe, nous allons parler de l'un des grands noms de la bande dessinée en France. Il s'agit de René Goscinny, scénariste et créateur d'Astérix, créé avec Uderzo, mais aussi du Petit Nicolas et d'Isnogoud, des héros connus dans le monde entier. Goscinny, également producteur, réalisateur et scénariste de films, a contribué à faire de la bande dessinée un art populaire et reconnu en même temps qu'il a lancé la carrière de nombreux auteurs de BD. Christophe, René Goscinny, né en 1926 à Paris, dans une famille juive ashkénaze originaire de Pologne et d'Ukraine. Et son père, Stanislas, est un ingénieur chimiste né en 1887 à Varsovie, alors dans l'Empire russe, et fils d'un rabbin arrivé à Paris en 1906 pour échapper au pogrom. Il voyage beaucoup, parle plusieurs langues et rencontre Anna Beresniak. Elle est née, elle, en 1889 à Kodorov, située en Galicie austro-hongroise, c'est-à-dire dans l'actuelle Ukraine. Et sa famille avait également fui les persécutions pour rejoindre Paris au début des années 1900 et éditer plusieurs journaux yiddish et russes en cyrillique. D'ailleurs, le grand-père de René Goscinny rédigera et publiera en 1939 un dictionnaire hébreu-yiddish. Et lorsque René voit le jour, ses parents, mariés depuis 1919, viennent tout juste d'être naturalisés français. Né la veille du 15 août, jour férié, Goscinny dira plus tard avec l'humour qui le caractérise qu'il est un paresseux contrarié. En 1927, alors qu'il n'a qu'un an, il part avec sa famille à Buenos Aires en Argentine. On parle beaucoup d'Argentine en ce moment, où son père Stanislas vient d'être embauché par la Jewish Colonization Association, fondée en 1891 par le banquier allemand, mais français, Maurice de Hirsch, est destinée à aider et favoriser l'émigration des Juifs d'Europe sur le continent américain, et ce, pour échapper aux pogroms et aux diverses discriminations. Stanislas est plus précisément employé en Argentine comme ingénieur chimiste. René Goscinny, qui aime faire rire ses camarades à l'école, étudie au lycée français de Buenos Aires et commence à dessiner. Il revient régulièrement en France pour rendre visite par ailleurs à sa famille restée en Europe. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, certains des membres de sa famille choisissent de partir à l'étranger, alors que l'imprimerie parisienne, côté donc maternel, fait publier de faux papiers pour le reste de la famille et aussi l'entourage. Mais elle n'échappe pas à la spoliation des biens juifs par les nazis. Pendant ce temps, le père de René Goscinny, Stanislas, rejoint lui le comité de Gaulle. Mais en 1943, il meurt des suites d'une hémorragie cérébrale alors que René n'a que 17 ans. Et ce n'est pas le seul drame que va connaître René Goscinny durant cette période, car une partie de sa famille, restée en France, est victime de la Shoah. 3 de ses oncles maternels, arrêtés après une dénonciation pour avoir imprimé des tracts anti-allemands, meurent en déportation dans les camps de Pithiviers et d'Auschwitz. À la Libération, le seul oncle rescapé de René Goscinny, Serge Beresniak, récupérera l'imprimerie qui, des années plus tard, éditera la version russe de l'archipel du Goulag du dissident soviétique Alexandre Solzhenitsyn. René Goscinny restera marqué par la Shoah, bien sûr, mais ne fera jamais état ni de sa judéité ni des persécutions qu'ont connues les membres de sa famille. Oui, c'est de l'ordre de la sphère privée, mais il ne supportera jamais l'antisémitisme. Il y a cette célèbre phrase, ce célèbre échange un jour, lorsque l'un des proches lui lance « Moi, tu vois, René, les Juifs, je les sens ». Et ce à quoi Goscinny lui répond « Eh bien, tu as le nez bouché ». Sur le plan personnel, non pratiquant, Goscinny ne fréquente pas la synagogue, ni respecte le Shabbat, mais avait demandé à sa future épouse, lors de leur première rencontre après-guerre « Il faut que je vous dise quelque chose, je suis juif, est-ce que cela vous pose un problème ?» Depuis la mort du père de René en 1943, la famille Goscinny n'a plus d'argent et René doit gagner sa vie, être comptable et dessinateur dans une agence de publicité. Il part avec sa mère donc pour New York en 1945. Et alors qu'il aurait pu rejoindre l'armée américaine, eh bien il rejoint l'armée française. En 1946, il sert à Aubagne dans le 141e bataillon d'infanterie alpine. Promu caporal puis caporal-chef et sergent, il devient l'illustrateur officiel du régiment. À la fin de son service militaire, Goscinny décide de repartir à New York. S'ouvre une période de vache maigre qui va durer plusieurs mois. Il rêve de rejoindre la firme Walt Disney, mais les portes lui sont fermées. Fin 1948, René trouve un travail donc dans une agence de publicité et il y rencontre le dessinateur Hervé Kurtzman, futur fondateur du magazine satirique Mad. Et oui, un homme important dans la BD, Goscinny qui collabore avec Kurtzman et publie son premier livre intitulé Playtime Stories, un livre animé pour enfants, 12 pages, où il signe 3 histoires, Robin Hood, Pinocchio et Aladdin. En parallèle, pour gagner sa vie, il travaille à la chaîne dans une entreprise de cartes postales fabriquées à la main. Aux États-Unis, Goscinny rencontre le Belge Maurice, créateur du personnage de Lucky Luke, le fameux cow-boy solitaire
solitaire qui fait depuis quelques années le bonheur des lecteurs du journal belge Spirou. Et à son contact, et du dessinateur et scénariste belge JJ, Goscinny se perfectionne en dessin. Et oui, parce que c'est pas un très bon dessinateur au départ. Il revient à Paris et là, il va rencontrer beaucoup de rencontres importantes. Georges Troisfontaine qui lui dirige la WordPress, agence de presse spécialisée dans la diffusion de bandes dessinées, notamment pour différents journaux, dont les périodiques belges Spirou et Le Moustique. Goscinny rencontre aussi le scénariste belge Jean-Michel Charlier, directeur artistique de la WordPress, puis à Paris, il fait la connaissance d'un auteur, le fameux Albert Uderzo. Et ils vont créer tous les deux Jean Pistolet, c'est un corsaire dont les aventures se déroulent au XVIIIe siècle. Il réalise aussi Luc Junior, jeune reporter, affublé d'un chien, on ne sait pas trop sa race d'ailleurs, et d'un photographe faire valoir, ce qui n'est bien sûr pas sans rappeler Tintin. Et puis, en parallèle, Goscinny écrit également des textes, des nouvelles policières et des articles publiés notamment dans Le Moustique. C'est à cette période que Maurice, qu'il avait rencontré quelques années plus tôt, demande à Goscinny d'écrire le scénario d'un Lucky Luke. Eh oui, ça y est, ça démarre avec leur duo qui va donner naissance, d'ailleurs précisément grâce à Goscinny, à la création des 4 frères Dalton. Alors ils existaient déjà dans la version de Maurice, sauf qu'en fait ils avaient été pendus dans une précédente histoire et comme le public avait réclamé leur retour, eh bien Goscinny a eu l'idée de mettre en avant des cousins, donc les fameux 4 frères Dalton. Des rails sur la prairie, c'est la première aventure scénarisée par Goscinny et elle paraît dans Spirou en 1955. Goscinny travaille aussi avec le dessinateur Jean-Jacques Sampé, qu'il a également rencontré dans les bureaux de la fameuse WordPress. Mais oui, grâce à la WordPress, tout s'est déterminé pour la carrière de Goscinny. Et ils vont créer ensemble un petit personnage, Nicolas et ses aventures, qui sont publiées dans le journal belge Le Moustique. Sampé a d'ailleurs choisi ce prénom de Nicolas après avoir aperçu une publicité du célèbre caviste sur un bus. Goscinny et Uderzo imaginent également le personnage d'Oum Papa, un Indien peau-rouge qui vit dans une réserve puis qui en sort pour se mêler à la vie moderne des Américains. Il réalise 6 planches dont Harvey Kurtzman traduit les dialogues en anglais et que Goscinny tente sans succès de placer aux États-Unis. Et en 1956, Goscinny, Uderzo et le scénariste belge Jean-Michel Charlier, donc les 3 amis, veulent créer une sorte de syndicat des dessinateurs de la BD. Mais cela va savoir dans la profession et à la WordPress et leur attirer pas mal d'ennuis puisque Goscinny est viré de la WordPress, accusé d'être un meneur, d'un syndicaliste. En solidarité, Charlier et Uderzo plient bagage également et vont fonder tous les 3 leur propre agence de presse et de publicité, Edifrance et Edipresse. Sampé quitte aussi la WordPress et c'est donc la fin provisoirement de ce qui sera plus tard le petit Nicolas. Goscinny retrouve du travail au sein du magazine Le Journal de Tintin, bientôt rejoint par Uderzo, son meilleur ami. Ensemble, ils recréent le personnage d'Oum Papa. Eh oui, on le retrouve, le fameux Indien peau rouge pour Tintin, Uderzo et Goscinny, qui vont d'ailleurs modifier le personnage car ses aventures se passent désormais pendant la période de la colonisation de l'Amérique. Et d'ailleurs, ils introduisent auprès d'Oum Papa un personnage de gentilhomme, un Français, au nom plutôt bizarre mais amusant, Hubert de la pâte feuilletée. Fin 1958, Uderzo et Goscinny font partie d'un petit groupe qui ont l'idée de créer un journal périodique pour les jeunes. Ce sera le journal Pilote. C'est oui, une référence de la bande dessinée en France. Et c'est ce que nous détaillerons dans le prochain numéro de l'Histoire des Juifs de France avec vous, Christophe. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro. Radio J. 14h, 15h.